Littérature et déracinement au fil des mots, présenté par Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille littérature et déracinement de ce jour s'intitule Kipling, le porteur de fables humaines. Toujours, ou du moins très souvent, quand on évoque Rudyard Kipling, les mêmes images viennent à l'esprit, et en particulier celle du livre de la jungle, pour lequel nous avons tous eu au moins une fois dans les mains ou devant les yeux Balou, le roi Louis, Shere Khan le tigre, la panthère, et enfin Mowgli, le petit homme. C'est dire combien l'écrivain britannique est ancré dans nos mémoires, même si nous ne connaissons pas véritablement toute l'œuvre, faite de beaux poèmes, de belles nouvelles, sans oublier les romans d'une grande humanité, qui nous font dire que Kipling était un porteur de fables humaines, au premier rang desquels le livre de la jungle, nous l'avons dit, ou encore Kim. Devenu rapidement célèbre, Kipling est catalogué comme le chantre de l'impérialisme victorien, et on lui reproche parfois un penchant colonial, alors que l'écrivain, qui est né à Bombay, en Inde, britannique, le 30 décembre 1865, se revendique de l'humanisme le plus pur et le plus puritain. N'en déplaise à ses détracteurs, le message que Kipling nous a laissé plaide en faveur de l'auteur et de son humanité, et bien moins en faveur de ses détracteurs. Nous sommes là, face à la même controverse que celle qui reproche à Camus des relents coloniaux parce qu'il était pied noir. Mais avec le temps, les exégètes commencent fortement à nuancer leurs propos, et cette image assez simpliste de Kipling s'atténue progressivement dans ses contours pour ne laisser que la trace nette de l'œuvre humaine et humaniste dont le fameux poème If résume bien la teneur. Pour ma part, If est ma Bible depuis l'adolescence. Quand j'ai rencontré un homme d'âge mûr qui me l'a offert un jour alors que je travaillais comme saisonnier désargenté, et je dois vous confesser, une fois n'est pas coutume, que le temps passant, de plus en plus des lignes de ce poème de vie se sont réalisées, parfois à mon corps défendant, mais toujours face aux épreuves et aux joies de l'existence. If est une merveille, et je ne peux que vous inviter à le lire et à le relire, surtout pour les plus jeunes. Kipling a écrit ce poème en 1910, alors qu'il avait la quarantaine, qu'il considérait être la moitié de l'existence d'un homme. Il a alors pris la moitié, ou plutôt le centre du mot « vie », « life » en anglais, et en a extrait les deux lettres du milieu qui ont fait « if », le titre de ce très beau et très profond poème. Le temps passant, nous ne pouvons qu'espérer arriver au bas de ce poème pour voir se réaliser la dernière phrase, avant la fin de ses jours, « Tu seras un homme, mon fils ». Et je rajouterai « Tu seras un homme digne de ce nom, mon fils ». Kipling, c'est également une école d'altérité, en particulier au travers du livre de la jungle où le jeune Mowgli, élevé en pleine nature par les animaux, arrive à les apprécier les uns après les autres pour ce qu'ils sont et à en tirer une part de sagesse à chaque fois, avant de découvrir la véritable altérité humaine au bord d'un cours d'eau, quand une jeune indienne, une jeune femme vient y chercher de quoi remplir un récipient. Mowgli comprend alors qu'il est ce petit homme dont lui parlent ses amis de la jungle, et ce qu'il ressent à ce moment précis devant la grâce et la magie féminine le bouleverse à double titre. Il sent qu'il est face à l'ultime rencontre, celle de sa véritable nature qui le pousse à bouleverser sa vie, et à les quitter tous pour aller vers son humanité et sa propre nature. La vie de Rudyard Kipling, comme celle du jeune Mowgli, est faite de mouvements, de séparation et de déracinement depuis sa naissance, dans une famille de pasteurs méthodistes en Inde, où l'écrivain a dû lui aussi quitter sa jungle et ses amis dès l'âge de 6 ans, car ses parents le ramenèrent en Angleterre avec sa jeune sœur, comme c'était l'habitude chez les familles anglo-indiennes. Il était de bon ton de laisser les enfants en Angleterre pour faire leur éducation. La lumière et les charmes de l'Inde lui manquèrent alors cruellement, ce qu'on retrouvera finalement dans son œuvre, mais c'est là, au cœur de ses attaches britanniques, que Kipling comprend combien la lecture sera le moyen d'atteindre ce qui les rendrait heureux. Puis il y eut l'école à l'autre bout de l'Angleterre, au United Service College, dont près des 3/4 des élèves étaient nés en dehors de l'île et se destinaient à embrasser une carrière militaire. En 1878, Kipling tombe amoureux de la France, pour toujours, lors d'une visite à son père, John Lockwood Kipling, qui supervisait la section d'art indien à l'exposition de Paris. Le jeune homme grandit et s'émerveille progressivement au monde, quand ses professeurs voient en lui une âme vouée à l'encrier. À 16 ans, il se retrouve à Lahore, au Pakistan, où son père est conservateur de musée, et exerce durant 7 ans en qualité de rédacteur d'un journal du Pendjab. Un monde nouveau s'ouvre à lui, et il devient franc-maçon à 20 ans, cheminement qui marquera profondément son œuvre. Les nouvelles, si importantes dans l'œuvre de Kipling, ont été publiées de son vivant dans des recueils dont les titres varient un peu
moins que l'étable des matières, de sorte qu'il a été dit que la bibliographie de Kipling est la plus complexe des auteurs modernes. Durant 13 ans, de 1889 à 1902, Kipling est sur terre et sur mer pour un périple qui le mène à Londres en voyageant d'ouest en est, de Singapour à Hong Kong, à Yokohama, à San Francisco et à Villiers Street. Quand il arrive à Londres, ses livres et la célébrité l'ont précédé jusque dans le Sussex où la famille s'installe définitivement, sauf à compter les multiples voyages. Les Kipling ont eu 3 enfants, Elsie, John et Joséphine. Fidèle à son éthique et à sa posture, Kipling continue de refuser les titres et les médailles qu'on ne cessera de lui proposer et n'ira pas non plus aux Indes avec le prince de Galles en 1903. En revanche, il accepte le prix Nobel de littérature qui lui est attribué en 1907. Depuis sa mort, à Londres, le 18 janvier 1936, ses cendres reposent dans le coin des poètes de l'abbaye de Westminster, près de celle de Charles Dickens, avec un souhait que je vous cite « Et pendant le court, très court moment où les morts restent en nos mémoires, ne cherchez à questionner que les livres que je laisse derrière moi. » Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille de littérature et déracinement. Et dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. C'était Patrick Estève dans les pastilles d'Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur.